Bonjour à tous, dernière vidéo avant de tourner définitivement la page des Worlds. Je vais faire le débrief de ma course et vous allez le voir, même si tout ne s'est pas passé comme prévu, on peut quand même en tirer des conclusions intéressantes. On va commencer par le débrief du matin avant la course. Les aires de transition ouvraient à 5h et fermaient à 7h. Et moi, mon départ en tant que M1824, je partais à 8h50, soit 1h50 après la fermeture des transitions. Je devais, quoi qu'il arrive, aller sur les aires de transition puisque je devais placer mes chaussures sur mon vélo, placer mes gourdes, regonfler mes pneus. Mais j'avais deux solutions. Soit j'allais sur l'aire de transition super tôt, ce qui me laissait le temps de rentrer à l'hôtel, de redormir et de revenir pour mon départ. Soit j'y allais à la fin, juste avant la fermeture à 7h, et je restais 1h50 sur place. Cependant, entre mon hôtel et la T1, il y avait 15 minutes de marche, donc ça fait pas beaucoup s'il faut faire qu'un seul aller, mais s'il faut faire en plus un aller-retour, ça fait 45 minutes de marche. La course n'a même pas commencé, on est déjà un petit peu fatigué, et puis la course était assez dure comme ça pour avoir besoin de la compliquer. Donc au final, pour m'économiser, j'ai préféré rester sur place pendant 1h50. Et évidemment, pendant ces quasi 2 heures, on ne fait pas n'importe quoi, on continue à apporter de la nutrition de manière régulière, on s'hydrate régulièrement, et évidemment, on s'allonge. Donc voilà, j'étais tranquille, le matin, allongé dans l'herbe, en train de dormir un petit peu, ou alors en train de regarder sur l'équipe 21 les professionnels qui, eux, partaient à 7h. Bref, 8h30, je commence à m'activer, je m'échauffe. Pour l'échauffement, pour l'instant, avant un triathlon, je ne fais que un échauffement à sec, je n'ai jamais nagé avant de commencer. Je suis sûr que nager rien que 5 minutes, ça me serait bénéfique, seulement après on est mouillé, on a froid, du coup il y a du pour et il y a du contre, et pour l'instant je l'ai encore jamais testé. Mais je pense qu'à l'occasion j'essayerai, parce qu'à chaque fois que je me jette à l'eau, j'ai toujours un petit moment dans la course où je suis un peu affolé, et peut-être que nager un petit peu avant, ça m'éviterait ce passage. Donc là 8h45, je suis dans le sas de départ, prêt à partir dans moins de 5 minutes. Ce qui est bien, c'est que sur cette compétition là, on est entouré de tous ses concurrents, puisqu'il n'y a que la catégorie d'âge autour de nous. Donc là c'est vrai qu'il y a un vrai esprit de compétition qui se crée, parce que dès le moment où tu vas rentrer dans l'eau, tu sais à qui tu vas avoir affaire, et ça n'a pas raté, puisque à peine rentré dans l'eau, tout le monde dans ma catégorie d'âge devait être à peu près sur les 300 premiers mètres à 1,15 au 100. J'ai essayé de rester dans les pieds le plus longtemps possible en me disant que peut-être ils allaient finir par ralentir et que je vais pouvoir profiter de l'aspiration, mais ça n'a pas été le cas, et après 3-4 minutes j'étais cramé et du coup j'ai décroché. Je savais déjà après quelques minutes de course que les gens dans ma catégorie étaient pas venus pour trier des perles, et je savais aussi qu'il me restait 1200 mètres à nager, et j'étais déjà fatigué parce que en natation, pour revenir à un état calme, stable, que j'avais quitté en m'affoulant dès le départ, ça prend du temps. Au final, je pense avoir réussi à poser ma nage vers la moitié de la course, quelque chose comme ça. Quand je dis poser ma nage, on va donner des petits détails techniques. Pour ceux qui se demandent, en natation, en piscine, je nage 90% de mes longueurs en 3 temps, et sur mes intervalles de travail, je me force à rester en 3 temps le plus longtemps possible. Et quand on commence à rentrer un peu dans la série, quand il faut commencer à aller chercher un petit peu plus loin, à ce moment-là, je passe en 2 temps, parce que en 2 temps, je le sais, je suis moins efficace qu'en 3 temps. Cependant, je peux pousser plus fort, je respire plus, donc en fait, sur le final, je nage plus vite. Donc en eau libre, étant donné que le but c'est de nager quand même vite, c'est 2 temps tout du long. Le truc, c'est que je suis comme tout le monde, même si je suis très capable de nager en 2 temps des 2 côtés, il y a forcément un côté où je suis bien meilleur que l'autre. Personnellement, c'est quand je respire à droite, parce que mon bras fort, c'est celui qui pousse le mieux. Donc voilà, on a déjà une première conclusion. En natation, il va falloir que je bosse un peu plus sérieusement à gauche pour que mon bras droit soit aussi efficace dans la poussée que mon bras gauche. Mais bon, ça de toute manière, j'étais déjà au courant. Vous allez me dire, pourquoi juste ne pas que respirer à droite et arrêter de se poser des questions? Pour 2 raisons. Premièrement, quand on respire que du même côté, le bras gauche, au fur et à mesure, il travaille quand même beaucoup plus, donc il fatigue beaucoup plus vite. Donc faire quelques mouvements à gauche, ça lui permet aussi un peu de se reposer. Mais surtout, deuxièmement, parce que y a le soleil. Parce que même si les verres de mes lunettes sont teintés, sur une course orientée nord-sud, comme c'est le cas à Nice, soit à l'aller, soit au retour, t'as forcément un moment où si tu respires que du même côté, tu vas l'avoir en pleine face et tu vas être aveuglé. Problème que je pense les pros n'ont pas, parce qu'ils partent tellement tôt que le soleil n'est même pas encore levé. Au final, je sors de l'eau en 31 minutes 56, soit à peu près 1 minute 40 au 100 mètres. Honnêtement, c'est 1 minute 30 plus lent qu'en Turquie, mais j'avais pas la combi, donc c'est vraiment pas mal. Au vu de la quantité et de l'intensité d'entraînement que j'ai eu pour cette course en natation, je pense sincèrement que c'est l'une des meilleures natations que j'ai jamais fait. Voilà, natation terminée, au final, natation assez positive, et j'espère que vous avez apprécié, parce que à partir de maintenant, ça se complique, et c'est là où les problèmes arrivent. À partir de ce moment-là, il n'était plus question de rivaliser avec les gens de ma catégorie, j'avais déjà bien compris que je n'avais aucune chance, ils m'avaient déposé dans l'eau comme un vieux sac plastique. Juste pour info, le premier dans ma catégorie sort en 24 minutes, soit 1,14 au 100 mètres. Voilà,
ça donne la couleur. Ensuite, la transition 1 se passe plutôt bien étant donné que je ne l'avais pas travaillé. Quand je dis travailler, je l'avais déjà expliqué, mais pour moi, la meilleure manière de travailler une transition, c'est pas forcément en le faisant physiquement. Le plus important pour moi, c'est la répétition mentale. Se répéter mentalement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on prend? Dans quel ordre? Et quand on dépose le sac et le vélo la veille de la course, eh bien ça doit servir à tout cartographier pour que la visualisation mentale soit la plus précise possible. Au final, tout ce travail, eh bien je ne l'ai pas fait, ce qui fait que j'étais quand même un peu à l'ouest, j'ai fait tomber ma nutrition, j'ai oublié mon bonnet de bain, j'ai oublié mes lunettes, bref, j'étais une petite catastrophe ambulante. Ensuite, personnellement, je mets mes chaussures sur mon vélo et je les enfile quand je commence à rouler. Au vu de la longueur de la transition, de toute manière, c'était hors de question de courir avec ces chaussures. Cependant, depuis que j'ai changé de chaussures, eh bien en fait, j'ai des chaussures de route sur mon vélo et je n'ai plus de chaussures de triathlon, ce qui veut dire que déjà, pour attacher l'élastique, c'est d'une galère sans nom. Cependant, même si je l'avais un peu essayé à l'entraînement, en fait, au final, j'ai galéré à mettre mon pied dedans et j'ai bien perdu 30 secondes, 1 minute. Donc là, sur un 73, c'est pas très grave, surtout sur celui-là. Mais si j'ai envie l'année prochaine de faire des compétitions un peu plus courtes ou de me tester sur des trucs un peu plus fun, eh bien, il va falloir que je repasse sur des chaussures de triathlon parce que, eh bien, avec les chaussures que j'avais avant, qui elles étaient faites pour, j'ai jamais eu ce souci-là. Ensuite, on passe au vélo. Là où un peu tout a dégénéré. Si on compare simplement les valeurs brutes entre Nice et la Turquie il y a presque un an, on se dit ah bah la fréquence cardiaque moyenne à Nice est plus basse qu'en Turquie. Au final, la course était mieux gérée, tant mieux. Absolument pas, et ça c'est même d'ailleurs la pire conclusion à faire. Déjà, de base, le vélo en Turquie m'a duré 45 minutes de moins qu'à Nice. C'est l'avantage d'aller vite, donc c'est deux courses qui se gèrent pas tout à fait de la même manière, rien qu'à cause de la durée, mais surtout en Turquie, vous l'aurez remarqué, ma fréquence cardiaque est quasiment linéaire du début à la fin, c'est normal, le parcours était plat, donc le pacing est constant, un classique. Alors qu'à Nice, il y a eu énormément de variations d'intensité, et la seule raison pour laquelle je suis à 150 BPM de moyenne sur toute ma course, c'est parce que pendant les 1 heure de descente, je suis à 140 BPM de moyenne, à moitié évanoui sur mes prolongateurs, parce que juste avant de descendre, oui, j'ai monté le col de Vence et j'étais totalement dans le rouge. Pour vous donner une idée, pendant le col de Vence, qui m'a duré quand même 40 minutes, je suis à 158 battements par minute de moyenne, et pour que vous puissiez vous situer et vous mettre un peu à ma place, mon seuil haut est à 160 BPM. Donc tous ceux qui se sont déjà entraînés au seuil vont très vite comprendre que quand tu es dans cette situation-là, t'es à moitié mort. Et pour tous ceux à qui ça ne parle pas parce que, eh bien, ils n'ont pas ces notions, c'est simple, je suis arrivé en haut, j'aurais pu poser mon vélo, me mettre en PLS, ça me serait très bien allé parce que je pouvais simplement plus avancer, j'avais plus d'énergie dans les jambes. Même à l'entraînement, j'ai jamais tenu une intensité aussi élevée pendant aussi longtemps. Le problème, c'est que là, il me restait 50 bandes de vélo à faire et un semi-marathon. Quand même dommage. Ce qui est bien, c'est que ça remet un peu à sa place et ça montre que avoir une bonne prépa en vélo, c'est quand même important, surtout sur ce type de parcours qui est très exigeant. Pour faire une comparaison, la portion la plus difficile à vélo en Turquie, c'est une portion de 6 minutes où là, à peu près la même chose, je suis à 157 battements par minute de moyenne. C'était un moment où il y avait le vent de face, où j'ai forcé un peu plus fort pour pas ralentir. Seulement entre 6 minutes en Turquie et 40 minutes dans le col de Vence, faut pas avoir fait 8 ans d'études pour comprendre qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et même si à Nice, après la montée, oui, ça descend forcément, mais une fois qu'on est rentré dans des intensités comme ça, aussi élevées pendant aussi longtemps, en fait, au final, on n'en récupère jamais vraiment. Et tous les types de parcours à vélo, un peu en mode toboggan, où en fait, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, on est vite tenté de mettre un petit coup de boost à chaque fois dans la montée pour pas ralentir. Mais en fait, mis bout à bout, toutes ces très hautes intensités, en fait, ça va finir par se payer. Peut-être pas à vélo, mais au moins forcément en course à pied. Je dis absolument pas que le pacing doit être constant du début à la fin, absolument pas, même contrairement. Seulement, voilà, il faut vraiment faire attention à ce que ça ne soit pas extrême, comme c'était le cas ici. De toute manière, de mon côté, je pense que je ne pouvais pas mieux gérer cette course, simplement parce que j'étais trop désentraîné, et si j'étais au seuil d'un col de Vence, c'est pas par envie, c'est parce que j'étais déjà sur le 36-28, et que simplement je pouvais pas descendre plus bas. Donc, eh bien, ce que j'aurais dû penser, c'est que au vu de mon désentraînement, j'aurais dû simplement mettre un 32 dedans à l'arrière. C'était aussi simple que ça. Bon, sinon au niveau du groupe, c'est toujours un 52-36 à l'avant et toujours un 11-28 à l'arrière. Ça, j'ai rien changé, normalement ça devrait suffire pour Nice. Pour conclure sur le vélo, même si dans ma méthodologie de l'entraînement, je ne conseille pas d'utiliser le cardio pour programmer ces séances intenses, je l'ai par ailleurs toujours dit, c'est quand même intéressant de s'intéresser à ces valeurs-là, connaître quelle intensité correspond à quelle valeur cardiaque, ça permet d'avoir des repères et de se placer le jour de la course. Parce que sans feedback, eh bien une course où on est très à l'aise, où on est vraiment en forme,
on peut très vite s'enflammer. Après cette conclusion, je voulais quand même finir sur le vélo avec une note positive. J'ai rarement pris autant de plaisir à vélo que pendant cette descente qui m'a duré 1 heure. Les côtes les plus longues et les plus techniques qui à côté de chez moi, c'est les 17 tournants et les 7 tournants, mais en fait ça dure 2 minutes et puis c'est fini, et puis si tu veux la refaire, bah faut se galérer à regrimper. C'est un peu comme au parc Astérix, 1 minute d'attraction et 1 heure de queue, même chose. Là c'était 1 heure de fun non-stop où tu doubles des centaines de personnes qui sont moins confiantes à vélo. En plus, comme c'était une descente technique, en réalité j'ai pas pédalé tant que ça. Je me suis juste mis en position aéro, je prenais de la vitesse, je freinais peu dans les tournants et ça m'allait très très bien parce que comme je vous l'ai dit, j'étais cramé. Et peu freiner dans les virages, bah justement ça m'évitait de relancer trop fort, chose que je n'aurais pas pu faire. Pendant que j'y pense, point technique sur des parcours avec autant de descentes, notez bien les moments où il y a des passages un petit peu plus plats pour pouvoir noter un petit peu quand est-ce que vous allez pouvoir prendre votre nutrition et prendre votre hydratation. Parce que vous pourrez absolument pas le faire quand vous serez en pleine descente, en virage à 60 km/h. Personnellement, à un moment, je me suis fait avoir, j'ai sorti la gourde, j'ai voulu boire, ça commençait à descendre. Au final, j'ai pas réussi à la remettre derrière, et ben je me suis fini avec la gourde entre les dents pendant une 5-6 minutes, le temps que ça redevienne un tout petit peu plus plat. Donc voilà, si vous avez des parcours avec beaucoup de descentes, eh bien prévoyez. On arrive au final sur la course à pied. Oui, j'ai réussi à y arriver en un seul morceau, et là, bon, bah quand même pas de surprise. Je descends du vélo. Je sais que je suis cramé, mais je me dis peut-être qu'en trottinant ça peut bien se passer. Sauf que non, en fait, même en trottinant, eh bien c'était trop rapide pour moi. Allez, yes, c'est bien ça. Et ça a fini avec un run hyper compliqué et hyper pesant mentalement, comme on les déteste tous. Plus d'énergie, mal à la poitrine, mal au ventre, et ce à cause de plusieurs choses. Pas assez d'entraînement de manière générale, encore moins de bike and run, encore moins de prise de nutrition pendant l'entraînement, et pas assez de sorties longues à vélo. Voilà, vous mélangez tout ça et forcément vous descendez du vélo, vous commencez à courir, vous êtes brisé en deux. Tout ce que je viens de citer, vous l'aurez remarqué, rien de bien excentrique, c'est que du classique qu'on retrouve dans toutes les préparations pour préparer ce genre de distance, afin d'habituer son corps à cette durée d'effort. Mon point de vue général sur tout ça, c'est que si vous descendez de votre vélo et que vous n'êtes pas persuadé que vous avez la capacité et l'énergie de faire une très bonne course à pied, c'est simplement que vous avez déjà raté votre triathlon. La performance vélo-course à pied sur un triathlon ne doit pas être dissociée. Je prends un exemple, si vous êtes bien meilleur à vélo qu'en course à pied et que le jour de la course à pied paraît hyper difficile par rapport aux prévisions que vous avez faites, eh bien c'est pas parce que vous êtes moins bon en course à pied, c'est simplement parce que vous avez mal géré votre vélo. Dans ce cas-là, en plus sûrement parce que le vélo c'est votre point fort et que vous vous donnez trop dans cette partie de la course. À mon sens, ça ne sert à rien de vouloir tout donner à vélo pour afficher un beau chrono si c'est pour à la suite s'effondrer en course à pied. Vous vivrez une fin de course détestable et affreuse psychologiquement, et vous en viendrez même à détester la partie course à pied d'un triathlon, alors qu'en réalité, c'est pas de la faute de la course à pied, c'est juste que vous êtes trop donné à vélo. Après, ça arrive aussi qu'on le fasse involontairement, ça c'est normal, ça fait partie de l'expérience. Au final, même si la course à pied a vraiment été horrible psychologiquement, il n'y a pas eu que des inconvénients. Par exemple, le lendemain, je n'ai eu aucune courbature. Parce qu'en réalité, ce qui détruit le plus en triathlon, c'est la partie course à pied. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de professionnels abandonner très vite en course à pied. C'est pas parce qu'ils se sont mal préparés pour la distance, c'est simplement quand ils se rendent compte que les espérances et les objectifs qu'ils avaient pour cette course ne pourront pas être réalisés, eh bien ils préfèrent abandonner parce que s'ils n'avancent pas trop dans la course à pied, dès le lendemain, quasiment, ils peuvent se réentraîner, alors que s'ils arrivent jusqu'au bout, ils vont devoir attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et là, en réalité, le fait que mon allure en course à pied était faible, même si j'étais préfatigué par le vélo, ça a eu très peu d'incidence sur la destruction des tissus. Par contre, attention, ça ne veut pas dire qu'il y avait beaucoup de micro-inflammations et qu'il n'y avait pas besoin de récupérer, au moins psychologiquement et énergétiquement. Personnellement, je me suis pris une semaine vraiment très cool après la course, déjà de 1 pour relâcher psychologiquement parce qu'il y a eu un très gros coup là-dessus. Mais surtout pour m'assurer que mon genou allait bien, parce que je n'ai pas eu mal le jour de la course et ça c'était vraiment très très bien, mais je me suis dit peut-être qu'à froid ça allait revenir, et la réponse est non. Bon, il me reste toujours un petit 10-20% de ce que j'avais avant, mais là je roule sans genouillère, sans strap ni rien, et ça se passe très très bien, je continue à bosser dessus, et je suis sûr que du jour au lendemain quasiment, j'oublierai que j'ai eu mal, et je me dirai ah tiens c'est drôle, ça fait quelques semaines que j'ai pas mal, et je m'en suis même pas rendu compte. Voilà, c'était mon débrief, le dernier épisode de cette série. On va pouvoir clore ce chapitre de manière définitive et en ouvrir un nouveau ensemble. Merci à tous de m'avoir accompagné et de m'avoir encouragé au cours de ces derniers mois. Je sais que pour ceux qui sont en forme et qui étaient à la recherche de performance, vous avez peut-être été un petit peu déçus, mais j'espère qu'avec cette série,
pour ceux qui sont blessés ou pour ceux qui vont se blesser, ça peut leur donner un petit peu de force, un petit peu de courage et leur montrer qu'il ne faut pas se laisser faire et qu'au final le corps, notre corps nous appartient simplement. Au passage, tous les commentaires que vous m'avez écrits sous la dernière vidéo m'ont fait extrêmement plaisir. Je suis content de voir qu'on peut réussir à motiver, non pas systématiquement grâce à la performance, mais aussi grâce aux valeurs qu'on essaye de transmettre. Donc voilà, je tenais à remercier toutes ces personnes qui ont pris le temps d'écrire un commentaire et de manière générale sur toutes mes vidéos, merci aux personnes qui en écrivent. En attendant le prochain épisode, donc en attendant la prochaine série, entraînez-vous bien, à la prochaine.